En 1937, en fait, il y a le directeur des narcotiques bureaux a juré devant le Sénat américain que, en fait, les Noirs, donc c'était un truc raciste, hein, Ouais. qui fumaient du cannabis venant du chanvre, eh ben, ils tuaient leurs femmes et leurs enfants. Et il a juré ça, et donc il y a eu un acte qui a été fait dans ces années-là, qui a interdit en fait l'utilisation du chanvre. Bon, comme par hasard, c'était au moment où les États-Unis ont eu le monopole sur le nylon et le coton. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Nexus, on parle de santé naturelle aujourd'hui. Pourquoi est-ce autant sujet à débat de nos jours? Pourquoi des produits qui coûtent si peu d'argent à produire deviennent controversés dans les médias milliardaires? On entend qu'ils vont toujours dans le même sens bizarrement. Pourquoi est-ce traqué au profit de produits qui sont très coûteux à produire par l'industrie pharmaceutique? Y a-t-il un sujet même politique derrière? Quel est le vrai du faux? On va parler du millepertuis, on va parler de l'artémisia, de l'homéopathie avec notre invité aujourd'hui et Laurence Vaky, éditorialiste, essayiste. Tu préfères essayiste? Oui, essayiste, auteur, philosophe aussi, puisque là, tu sais, le travail que je fais par rapport à l'écologisme, c'est du point de vue philosophique. Tout à fait, qui est souvent avec nous dans les lives du vendredi soir Nexus refait l'actu, et nous recevons aujourd'hui Patrick Martini qui est spécialiste en médecine naturelle, astrophysicien de formation. Bonjour Patrick Martini, comment passe-t-on de l'astrophysique à la médecine naturelle? Bonjour à tous les deux. Alors en fait, c'est plutôt dans l'autre sens que ça s'est fait. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, dans mon petit village de montagne, c'est vrai que je soignais déjà tout le monde à 12, à 13 ans, 14 ans. Je soignais tout le monde avec des plantes. Euh, mais j'avais un problème. J'étais bon en maths et en physique, donc on m'a mis sur des rails en disant non, mais tu es fait pour porter le bicorne, tu es fait pour faire des grandes écoles, etc., des grandes études. Donc je suis devenu physicien, astrophysicien. J'ai aussi une maîtrise en physique quantique. Puis après, j'ai aussi un diplôme d'ingénieur d'un truc qui s'appelle l'ENST, qui est très connu. J'ai travaillé longtemps aux États-Unis. Je suis devenu un golden boy aux États-Unis. J'étais un exécutif de grandes sociétés américaines dans la high-tech. Et puis à un moment, ça m'a rattrapé. C'est-à-dire ce qui me plaisait quand j'étais enfant est revenu et j'ai tout arrêté en fait du jour au lendemain pour me passer un diplôme de naturopathie. Je suis rentré en France. J'ai travaillé aussi dans plein de domaines, notamment les diagnostics santé non intrusifs, grâce aux fréquences, des choses comme ça. J'ai beaucoup travaillé avec des scientifiques russes que je connaissais déjà de l'époque. Et donc, je suis revenu aux plantes. Mais pour moi, il y a eu un aller-retour. C'est-à-dire, j'ai commencé par les plantes, hop, physique, astrophysique, et je suis revenu. Et finalement, aujourd'hui, l'astrophysique et surtout la physique quantique m'aident énormément parce que elle m'apporte en fait une ouverture que j'avais pas initialement. Un naturopathe va avoir du mal à comprendre pourquoi, par exemple, des problèmes de création de la réalité ou qui sont des problèmes de physique quantique ont un impact sur la santé d'un individu. Vous voyez. Et la création, non? Qu'est-ce que vous entendez par la création de la réalité? C'est ça que vous venez de Oui, dire? ce sont des problèmes de physique quantique. C'est-à-dire que, bon, on ne fait pas une émission sur la physique quantique, on pourra en faire, il n'y a pas de souci. Mais en gros, c'est vrai que euh, la science, aujourd'hui, s'est développée dans quelque chose qui s'appelle le déterminisme. Grâce au déterminisme, on a pu développer la science telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais la science telle qu'on est... Et les piliers du déterminisme sont toujours les mêmes. C'est la matérialité, la localisation, la causalité. Et quand on n'a rien compris, on dit que c'est la faute du hasard. Eh bien, en fait, ces quatre points du déterminisme sont complètement faux dès qu'on passe au niveau subatomique. Donc, c'est vrai au niveau atomique pour faire de la balistique. Par exemple, on dit, ah bah tiens, on va envoyer ce truc avec telle force à tel endroit et bim, ça va arriver à tel endroit. Donc ça, on arrive au niveau atomique à définir de la balistique, mais dès qu'on travaille au niveau subatomique, plus rien ne marche parce que bah, il n'y a plus de matière, c'est que des ondes, il n'y a plus de localisation,
il n'y a plus de causalité, il y a des doubles causalités, et puis il n'y a plus de hasard, il n'y a que des synchronicités au niveau subatomique. Donc en fait, la physique atomique, la physique subatomique qui est la base de notre réalité physique, eh bien, elle est basée sur des trucs dont on n'a pas idée. Et moi, j'enseigne ça. Donc, on peut créer la réalité ou co-créer la réalité à partir du moment où on pense d'une certaine manière, on vit d'une certaine manière, on mange d'une certaine manière. Ça fait partie de la co-création. Et ça rappelle que la science n'est pas vérité, ça dépend dans quel cadre, enfin de quel cadre l'on parle. Suivant le cadre, ce qui est vrai dans un cadre peut être faux ou en tout cas pas vrai dans un autre. Donc ça, et puis le déterminisme, évidemment, ça met une focus sur un aspect, mais ça cache tout le reste. Le déterminisme empêche de voir la réalité proprement dit, hein. Ça, c'est vrai que... Et oui, exactement. Et puis d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très important de mon côté hein, par exemple, travailler avec l'homéopathie. Alors, j'ai pas le droit de dire ce mot parce que je suis pas médecin, mais je travaille avec des produits homéocompatibles. Ça, c'est des astuces sémantiques, mais en gros, c'est la même chose, mais c'est pas le même mot. Donc, c'est vrai que là, on travaille avec des informations. Et on ne travaille pas avec un produit physique, tant de milligrammes. Non, en homéopathie, on ne travaille pas du tout avec ça. On travaille avec de l'information qui est éminemment ondulatoire, fréquence vibratoire, enfin, peu importe le nom que vous y mettez dessus. Et l'on revient sur la prédominance de la relation avec le patient, ce qui est aussi énormément réduit en médecine allopathique. C'est le patient qui sait, lui, ce qu'il a, que ça soit une maladie proprement dit ou un symptôme. Médecine allopathique, faut rappeler, c'est la médecine moderne. Moderne et puis chimique. Moderne. Tout à fait. Officielle. Officielle. Oui, 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 oui. Alors après, on peut jouer avec les mots parce que moi, je fais de la phytothérapie qui peut être vue comme une médecine traditionnelle. Mais on va pas, on peut appeler aussi allopathie médecine traditionnelle. Donc, je sais pas, ça dépend des référentiels. Mais en gros, moi, ce que je dis, c'est que il y a de la médecine symptomatique, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'allopathie est essentiellement basée sur l'élimination d'un symptôme hein, parce que on a mal, on a un bouton là, bon effectivement, on met une crème là et ça va aller mieux. Euh, donc on enlève le symptôme, on enlève le bouton. On va pas se poser la question pourquoi il y a un bouton et pourquoi il est là. Euh, je pense qu'aujourd'hui, la médecine allopathique euh, et la chirurgie surtout a fait des progrès extraordinaires. Hein, si on a un accident de voiture, on va pas se mettre un cataplasme d'ortie quoi dessus. On va aller à l'hôpital, ils vont nous recoudre, ils vont nous mettre des vis et on va pouvoir remarcher comme avant. Donc, c'est vraiment important d'apprécier en fait les progrès phénoménaux qui ont été faits ces dernières années. Mais après, pour les problèmes de maladies chroniques, de maladies sociétales, hein, et ça peut être aussi bien de cancer que des maladies cardiovasculaires, que du diabète ou l'obésité, hein, qui n'est pas vraiment une maladie. Hein. Mais eh ben, là, la phytothérapie, l'homéopathie, euh, et puis le suivi de la personne, il faut vraiment faire un suivi aussi bien, on va dire, physiologique que émotionnel. Hein, eh ben là, on a vraiment des résultats extraordinaires, bien supérieurs à ce que pourrait faire l'allopathie avec avec une pilule. Qui suppose qu'on n'a qu'un corps, quoi, hein, mécanique, en Oui, réalité. oui, c'est ça. Alors qu'on est un écosystème très complexe. Aujourd'hui, vous avez jusqu'où vous pouvez aller dans vos travaux, dans ce que vous vendez dans la médecine naturelle, vous aujourd'hui, en tant que non guérisseur autorisé. Alors, moi, euh, je dis que je ne guéris rien. De toute façon, j'ai pas le droit de le dire. Par contre, j'ai droit de dire que je stimule l'auto-guérison en nettoyant et en permettant de détoxifier le corps et certains organes. Parce que c'est assez rigolo, mais l'auto-guérison ne fait pas partie des plates-bandes de la médecine allopathique aujourd'hui. Donc, on est plutôt sur ce domaine-là.
Et c'est vrai en plus. C'est vrai que on fait confiance au corps pour qu'il se répare lui-même. Quand on a un os cassé, c'est vrai qu'il va se réparer tout seul, si tant est qu'il est droit, qu'il n'y a pas une fracture ouverte. Mais la stimulation de l'auto-guérison, c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument donner et sur lequel il faut travailler. Qu'est-ce que tu risques au niveau sémantique s'il y a des glissements, si au lieu de dire j'ai un client, tu dirais j'ai un patient? Qu'est-ce qui peut être mis en place et qui gênerait ta pratique actuelle? Ben, j'ai juste eu des visites, c'est tout. Hein, c'est des visites, des gens qui viennent au labo, qui ont un dossier comme ça sur moi et qui disent, mais non, mais vous n'avez pas le droit de dire ça. Alors moi, je dis, ok, ok, il n'y a pas de souci. Hein. Mais après, voilà, il y a deux personnes de la DDPP qui sont venues il n'y a pas très longtemps qui m'ont dit, mais on peut pas, bientôt, vous allez plus pouvoir utiliser le verbe soulager parce que ça va être, comme vous êtes un professionnel de la santé, bah, vous aurez plus le droit d'utiliser ce verbe-là. Je dis, OK, pas de problème, mais à ce moment-là, est-ce que je peux utiliser un mix entre, par exemple, chouchouter et soulager? Alors, ça serait choulager. Euh, alors, euh, alors, ils sont partis. Non, mais voilà, la sémantique, ça a ses limites pour piéger quelqu'un, quoi. Et puis, voilà, il faut avoir de l'humour aussi. Alors, donc là, on a balayé tous les sujets que je pense que nos lecteurs connaissent très très bien ce sujet-là, parce que je rappelle, j'en fais la petite promotion rapidement et il faut qu'on fasse de l'autopromo. Il y a le dernier Nexus qui est disponible en kiosque et vous pouvez l'avoir sur nexus.fr si vous voulez le commander directement chez vous. Donc, comme je le dis, nos lecteurs connaissent très très bien ce sujet. Je pense que là, tout ce qu'on a dit là, ils connaissent. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui justement sort de nos cycles de compréhension actuels sur la médecine naturelle? Voilà, qu'est-ce qui vous a le plus étonné ou intéressé ces derniers temps? Patrick Martini. Eh bien, bah, il y a énormément de sujets parce que, mais au final, je pense que c'est ce qui m'intéresse en ce moment, c'est de travailler sur le futur et ce qu'on appelle la médecine fonctionnelle. C'est vraiment quelque chose que j'appelle de mes voeux, c'est-à-dire un équilibre entre euh, tous les professionnels de la santé, qu'ils soient dans l'allopathie, dans la chirurgie, dans la physiothérapie, dans l'ostéopathie, dans la phytothérapie, dans la médecine chinoise. On a vraiment énormément de choses à faire en sorte que tout s'intrigue et on a tout intérêt à faire ce qu'on appelle la médecine fonctionnelle demain. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse au plus haut point. Et du coup, il y a un sujet, un sous-sujet de cet ensemble de médecine qui est la définition de la prévention. Qu'est-ce que ça veut dire la prévention? Et la prévention en allopathie, ça veut dire pour les femmes, c'est faire une mammographie une fois tous les ans ou tous les 2 ans pour voir s'il n'y a pas une maladie. Alors en phytothérapie, ça va être faire tout pour détoxifier les organes de manière à ce qu'aucune maladie chronique ne se développe. C'est vraiment une vision totalement opposée, en fait, de ce que veut dire le mot prévention. Donc qui n'est plus basé sur la peur, mais qui est basé sur le plaisir aussi, sur de se faire du bien aussi. Je sais que tu aimes bien la gastronomie aussi. Il y a toute cette notion-là qui rappelle que c'est pas effectivement forcément guérir, mais c'est aussi prendre soin de soi de sa vie aussi. Ne pas être malade. Ne pas être malade, ou alors, enfin ce qu'on appelle la maladie, parce qu'on peut très bien avoir effectivement malheureusement une maladie, ça fait partie de la vie, mais vivre aussi très bien. Quand certaines préventions décident de mettre ta vie à l'arrêt au prétexte que tu vas gagner quelques mois. Oui, oui, oui. Alors, bon, nous, à Marseille, c'est vrai qu'on aime bien Pagnol. Mm. Et c'est vrai que c'est le docteur... c'est Spock, non? C'est ça? C'est le docteur Spock qui disait que tout homme en bonne santé est un malade qui s'ignore. Juste pour faire peur à ses patients. Il disait ça, c'est dans Pagnol. C'est... oui, c'est le Spoons, non? Oui, Non, attends. mais du coup, c'est typique de
bon, de certains médecins ou de certaines techniques qui consistent à faire peur, hein, et de manière à dire, ah ouais, non, mais si tu fais pas ça, tu vas mourir, ouh là là, on dirait que tu as une grosse maladie. Euh, donc c'est vrai que la peur est quand même quelque chose qui est très intéressante pour stimuler quelqu'un à faire un traitement. Mm. Et qui fait partie d'une médecine dans un rapport assez autoritaire par rapport au patient. C'est-à-dire que le patient devient un élève dans une médecine traditionnelle, alors que là, le rapport avec la médecine naturelle, c'est une collaboration qui se fait. C'est ça, et alors c'est ce que je disais un petit peu quand on a discuté avant l'émission. Aux États-Unis, moi j'habitais à San Francisco et j'avais un médecin très connu qui s'appelle le docteur Dean Ornish, qui avait son centre pas très très loin de là où j'habitais. Et Dean Ornish à l'époque, dans les années 90, c'était le médecin de Clinton quand même, hein. Et c'est un chirurgien vasculaire, mais qui soignait avec des plantes et qui soignait avec un régime. Et quand il ouvrait quelqu'un pour faire une chirurgie, c'est vrai que dans la plupart des cas, il se disait et dire on aurait pu empêcher cette chirurgie en faisant le bon régime ou en diminuant le stress. Donc, j'ai été formé à toutes les techniques de Dean Ornish et de sa femme, Anne, qui m'avait offert beaucoup de ses bouquins. Et du coup, c'est vrai que pour moi, je me suis toujours posé la question pourquoi en France, quand quelqu'un a une première alerte, on va dire, un premier stent qu'on lui installe, il n'y a que 4% des gens qui changent d'hygiène de vie. Alors qu'aux États-Unis, Dean Ornish disait que à partir d'une première alerte, il va falloir éduquer les gens. Mon boulot, en tant que médecin et chirurgien, ça va être d'éduquer les gens à trouver une meilleure hygiène de vie. Mais en France, non, il n'y a que 4% des gens qui font ça. Et quand on demande aux médecins, justement, et pourquoi ne pas faire de prévention, pourquoi ne pas passer plus de temps avec le patient pour que il fasse pas les mêmes erreurs, il change de régime alimentaire, il fasse plus de sport, etc., etc. Ben, la plupart des médecins en France diront, ben non, mais c'est parce qu'on n'y croit pas, ça marche pas en fait. Mais c'est surtout parce qu'ils n'ont pas le temps. Aujourd'hui, Dean Ornish, alors en France, on a la sécurité sociale. Aux États-Unis, il y a un Medicare et les soins sont remboursés par des mutuelles. Et les mutuelles, ils veulent effectivement diminuer au minimum, hein, le coût en fait d'un acte médical. Et donc, ils ont vu que c'était beaucoup plus rentable, en fait, de payer 72 heures de cours d'hygiène de vie euh, qui a été réalisé par Dean Ornish que de rien faire et de payer une chirurgie vasculaire ou autre plus tard dans le futur. Ils ont fait leurs études, ça coûte moins cher. Mais aussi, il y a le fait, cette habitude du patient passif, quand aussi grâce à Internet, hein, dans ce côté positif, où il y a aussi des gens qui sont devenus acteurs de leur santé. Mais on n'habitue pas les gens à être acteurs. On les habitue à répondre à une ordonnance. Le médecin sait, bon, on l'a vu aussi hein, par rapport au Covid, c'est le médecin qui sait. Non, celui qui paye les conséquences d'un traitement, c'est bien le patient. Et là, en l'occurrence, même un client pour une médecine naturelle. Donc de devenir acteur de la même façon. Alors je voulais revenir, hein, c'est Knock qui a dit cette citation extraordinaire, qui est une réalité, qui était déjà une réalité au début du XXe siècle. Voilà. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, Laurence, ce que tu disais juste avant. C'est marrant de comment on a l'habitude de présenter les choses. C'est-à-dire, on dit il y a une forme d'ingénierie sociale, on ne nous habitue pas à penser la médecine de cette manière-là. En fait, c'est pourquoi est-ce qu'on laisserait les gens, pourquoi est-ce qu'on laisserait les institutions, le gouvernement dicter notre manière de se cultiver sur la médecine. C'est là où, à l'inverse, tu peux retourner la question. Et pourquoi est-ce qu'on ne se prend pas en main et qu'on ne va pas chercher nous-mêmes différents savoirs sur la médecine naturelle, la médecine allopathique.
Il ne faut pas attendre que ce soit les institutions qui nous disent soignez-vous comme ci, comme ça. Et à l'époque, il y avait beaucoup plus de culture qui était élargie là-dessus avec les rebouteux, etc. Il y avait une vraie culture d'aller chercher la médecine près de chez soi. Patrick? Et aujourd'hui, il y a vraiment énormément de plateformes, il y a vraiment énormément de podcasts, hein. Moi, je suis animateur Oui, sur complètement. Nutri Radio, hein, Ouais. où il y a énormément de médecins. Il y a moi depuis, enfin, c'est ma 5e année sur Nutri Radio où j'ai une émission hebdomadaire sur la santé. Mais il y a plein de médecins fantastiques qui donnent de très très bons conseils et qui prennent le temps en fait d'éduquer les gens. Je pense que l'éducation, c'est plutôt l'ignorance qui rend les gens obédients face à un traitement. Et c'est l'éducation qui va les sortir de là et qui va vraiment nous faire converger vers une médecine fonctionnelle. C'est une web radio, Nutri Radio? Nutri Radio, oui, oui, c'est Ouais. une radio sur le web euh, qui est aujourd'hui la plus grosse radio sur la médecine. Alors, il y a 70% de musique des années 80 à 90, et puis on est 17 intervenants avec plusieurs émissions par jour. C'est que des podcasts de 20 minutes, et moi j'ai fait 124 podcasts ouais, aujourd'hui. Ça peut être intéressant d'aller suivre effectivement les chaînes spécialisées là-dessus, puisque comme on venait de le dire juste avant, c'est très important que les gens puissent se cultiver un petit peu là-dessus. Allons sur des sujets un petit peu touchy, là, qu'on puisse dynamiser un petit peu cette Allez, on émission. y va. Il y Allez, a allez. la maison de l'Artémisia, moi ça me passionnait à l'époque sur les travaux de Lucille Cornet-Vernet, qui mettait en avant justement l'Artémisia, qui était revenue au moment du Covid où on en parlait pour soigner, puisque l'Artémisia peut permettre de soigner toutes les maladies pulmonaires, Viral. virales, Viral. voilà, et dont notamment les pulmonaires. Et donc ça peut marcher sur la grippe. Et on se posait la question sur le Covid à l'époque, c'était extrêmement critiqué, mais c'était déjà critiqué même d'avant, où on disait que la maison de l'Artémisia n'était pas du tout compétente en paludologie, donc parce que l'Artémisia est soignée est utilisée depuis des millénaires pour traiter le palu. D'aussi loin de ce qu'on connaît de l'histoire. Et sauf qu'aujourd'hui, bizarrement, depuis le 21e siècle, ça devient une plante extrêmement dangereuse que tout le monde prend sauvagement en portions de dizaines de kilos, de litres, de tonnes de litres. Donc, comment vous en tant que spécialiste sur le sujet, quel regard vous portez sur l'artémisia, qui est une plante? L'Artémisia annua ou Afra, hein, d'ailleurs, hein, on a vu de très très bons résultats. D'ailleurs, il y a un prix Nobel qui a été donné au médecin chinois, la docteure Yu Yu, sur toutes ces études qui ont été faites sur l'Artémisia annua, qui montrent en fait que cette plante a des qualités gigantesques voilà, qui est antivirale. Enfin, c'est vrai que sur le palu, ça a des résultats fantastiques. Et effectivement, pendant la période Covid, on s'est posé la question et les gens qui ont utilisé Artemisia annua, enfin pour la plupart, ont eu de très très bons résultats. Mais encore là, c'est difficile de dire quoi que ce soit parce que soi-disant les études scientifiques en double aveugle n'ont pas été faites. Donc on peut rien, on peut pas être assertif vraiment là-dessus. Voilà, donc là, ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps dans la médecine, c'est qu'il y a cette forme de dictature, enfin, sans être scientifique, on a l'impression, et certains scientifiques et médecins appellent justement à alerter, il y aurait une sorte de dictature sur ces trucs en double aveugle, qui est une méthodologie pour voir l'efficacité ou non d'un médicament ou d'un produit, et finalement, ça revient souvent pour dire, bah, c'est le double aveugle, finalement, ne sert aujourd'hui, n'est toujours que favorable majoritairement aux gros produits. Ça, on peut le dire en tant que journaliste ou spécialiste en santé naturelle. Oui, tout à fait. Et puis, il faut pas oublier que c'est médecine symptomatique contre médecine causale. Euh, Quand on a un symptôme, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de travailler avec une méthode de cette manière randomisée en double aveugle, quoi. Parce que justement, il y a ou il n'y a pas le symptôme. Donc, pour une médecine symptomatique, c'est beaucoup plus facile, alors que pour une médecine causale, on va travailler sur une maladie, hein, mais une maladie peut avoir différentes causes. Et c'est ça qui pose problème.
C'est que on va pas donner en homéopathie, par exemple, à quelqu'un qui a des nausées, le même médicament homéopathique. Parce que c'est le même symptôme, on va dire, mais peut-être que la cause est totalement différente. Et du coup, ça va être très compliqué de faire des études en double aveugle. Donc, cette méthode qui est mis comme vraiment le truc ultime La pour panacée. finir. Ouais, c'est ça, la panacée de la médecine. Non, c'est la panacée de la médecine symptomatique. Effectivement, ça marche vraiment très, très bien. Mais après, dès qu'on a des choses qui sont beaucoup plus personnalisées, en médecine fonctionnelle, on essaye de personnaliser au maximum les traitements des clients. Eh bien, bah là, c'est très compliqué d'avoir ce type de test. Sans compter qu'il faut financer les études, c'est-à-dire que si ces études ne sont pas financées, c'est toujours les mêmes qui donnent le financement. Il n'y a pas donc d'études, comme il y a eu pour l'ivermectine. Hein. L'ivermectine n'a pas été interdite, mais comme il n'y avait pas d'études faites, on ne pouvait pas prouver son efficacité. Justement, quand tu parles de médecine fonctionnelle qui serait l'avenir, on nous fait beaucoup l'idée que l'IA pourrait être un très bon médecin, ou en tout cas seconder la médecine. Qu'en penses-tu? Euh, Justement, au nom d'une médecine personnalisée, puisque du coup l'IA, c'est tout sur toi. alors, l'IA, il y a plusieurs problèmes qui sont liés à l'IA, mais c'est vrai que l'intelligence artificielle est vraiment très intéressante pour définir ce que les différentes causes potentielles d'un symptôme. Mhm. D'accord. Je pense que l'IA n'est pas du tout, du tout, du tout faite pour donner en fait une conclusion ou de faire vraiment un diagnostic complet. L'IA va nous aider et c'est un outil vraiment très puissant pour, euh, pour, pour avoir le plus gros spectre et le plus grand éventail possible de causes. Et après, c'est vraiment aux professionnels de la santé d'avancer là-dessus et de voir un petit peu comment euh, de faire son diagnostic, de faire son anamnèse, de poser des questions, parce que c'est vraiment de la personnalisation qui est importante. Ce qu'on voit aussi, malheureusement, c'est que l'IA, c'est du réchauffé, hein, c'est toujours, elle est faite à partir de ce qui a déjà été fait par les hommes. Mais comme de plus en plus de choses sont faites par l'IA, donc l'IA recycle de l'IA qui va recycler l'IA. Et donc, généralement, dans ces processus physiques et informatiques, il y a un appauvrissement de l'IA. Et c'est quelque chose qui peut arriver, enfin, qui va arriver si rien n'est fait pour pas protéger justement la production créative humaine. Bah, oublier qu'elle est un outil, quoi. Hein. Si on oublie qu'elle n'est qu'un L'IA, outil. Mm. l'IA n'est qu'un outil. Si elle sert à prendre des décisions, ça veut dire qu'il y a une influence humaine qui peut être bonne ou mauvaise derrière. Et Ouais, ça, il faut éviter. c'est intéressant votre discussion parce que je pourrais mettre un bémol dessus qui est intéressant, que l'intelligence artificielle justement prend ce qui est connu du passé, mais elle prend ça dépend de quelle IA on parle, mais il y en a plusieurs qui prennent énormément de données dans leur globalité sur des sujets historiques, que ce soit C'est aussi ça. psychologiques, que ce soit de médecine, et qui vont beaucoup plus, comment dire, qui accumulent plus de connaissances de ce qu'on connaît déjà, mais que la population, ou même les médecins en santé naturelle, les médecins en santé allopathique, les médecins allopathiques, les médecins en santé naturelle, ne connaissent pas et ont oublié. Donc en fait, même si l'IA peut tourner en rond sur ce qui vient du passé, il y a une telle part de la population qui n'entretient pas les connaissances qu'elle peut avoir de ce qu'on connaît aujourd'hui, que l'IA devient aussi intéressant là-dedans. Donc il ne faut pas prendre l'IA C'est en ça. disant tout est à C'est ce que jeter je dans dis. l'IA. Mm, mm. Oui, voilà. C'est exactement ça, Romain. C'est ce que je Ouais. dis, c'est que ça nous permet vraiment d'ouvrir l'éventail et d'avoir le maximum quand on fait de la recherche causale, c'est vraiment un outil qui va être très puissant et qui va nous aider. Par contre, dès qu'il faut prendre une décision, hmm,
Là, il faut faire attention parce que Tout à fait. l'IA n'est pas faite pour prendre une décision, elle est faite pour nous donner des informations. Mm. Et Ah dès oui, bah, qu'une... encore heureux. Oui, ben voilà, c'est ça. Mais dès qu'il y a un diagnostic qui est fait, il faut que ça soit humain. Sinon, ça veut dire qu'il y a une conscience humaine qui est derrière l'IA et qui peut être, elle, programmée par voilà, euh, certaines pressions. Ah mais là c'est très intéressant, oui, parce que le jour où on laisse, ah oui, ça me venait même pas à l'esprit, le jour où on laisse les décisions à l'IA, c'est la fin de la civilisation telle qu'on l'a connue. Exactement. Et ça, c'est la petite différence Oui, qui fait que, voilà, d'un outil, ça passe à un outil, à on va dire une arme. Mm. tout à fait. Une arme peut aussi être intellectuelle. Euh, on a fini sur ça. J'ai encore des questions sur le millepertuis et tout. Là, tant qu'on était sur l'artémisia tout à l'heure, juste sur ce que tu disais sur les finances, c'est intéressant. Et Parce que oui, le capitalisme actuel propose ça dans la médecine la médecine moderne. C'est que si effectivement les études, comme le double aveugle dont on parlait tout à l'heure, coûtent extrêmement cher, il faut prendre conscience que dans les limites du système économique moderne, fait que les études coûtent cher, donc il faut un retour sur investissement. Donc on va promouvoir des médicaments ou des produits thérapeutiques qui vont coûter extrêmement cher que pour... Tu citais par exemple l'ivermectine tout à l'heure, donc c'est un grand sujet l'ivermectine. mm, Mais c'est pareil, c'est des produits qui ne coûtent plus rien, donc tu ne peux pas payer une étude extrêmement chère pour prouver son efficacité et espérer derrière un retour sur investissement. Donc c'est un serpent qui se mord même pas la queue. bah, ça devrait être de l'initiative de l'État, justement, d'investir dans cette recherche comme la science en règle générale. Sauf que là, on arrive sur un système qui ne dit pas son nom de censure. Ce serait le rôle de l'État là-dessus. Alors, du coup, donc d'autres sujets controversés. Le millepertuis, vous nous parliez de choses hors micro aussi que vous connaissiez dessus. Qu'est-ce qui est controversé dans cette petite plante qui sert à apaiser ou même juste à pouvoir Ah, se réguler sur le sommeil? comment tu t'as dit, c'est pas soulagé, mais c'est quoi le terme? Soulager. Soulager. Hein, Romain, il faut utiliser le verbe soulager. Ah ben je vais. On va soulager à fond. Donc, Ouais. non, mais il n'y a aucun problème avec le millepertuis. Le millepertuis, ça a été le Prozac du 19e siècle, 18e et 19e siècle. Mais à partir du moment où, justement, on a lancé Prozac, bah, toutes les plantes qui calmaient le mental, un petit peu comme le millepertuis, ont été interdites. Bon, l'interdiction du millepertuis n'a pas duré longtemps, parce que quand même, voilà, faut pas exagérer, mais l'industrie pharmaceutique a dit, oui, on a préféré demander à l'État, quand on a lancé le Prozac, d'interdire le millepertuis pour pas qu'il y ait double effet. Ok. Euh, donc, euh, donc voilà, il n'y a aucun problème avec le millepertuis. Nous, on avait réalisé une huile de massage qui contient du millepertuis qui avait été interdite un moment, pas pendant longtemps, pendant 6 mois, puis après c'était redevenu à la normale quand effectivement le Prozac a été lancé. Donc là encore, il n'y a aucun problème avec ce produit, il n'y a que des intérêts financiers derrière qui permettent de barrer un produit ou pas. C'est là où c'est le plus drôle. On a des articles comme là, francebleu.fr. 4 janvier 2025, après les excès des fêtes de fin d'année, prudence concernant les produits détox. Attention, le millepertuis, non, 3 paragraphes dessus à la fin. Consommer en grande quantité, certains produits peuvent être dangereux. Donc c'est toujours pareil, c'est qu'en fait ils font la confusion là-dessus. Tu as des Oui, journalistes qui se permettent d'étayer, de propager une forme de peur dessus sans mettre de prudence sur leurs propres propos. c'est ça, parce que même l'eau est dangereuse, hein. Ah bah oui. C'est-à-dire que je crois que la limite létale de l'eau, c'est 6 litres. Si on boit 6 litres d'eau d'un coup, ça peut être létal. 6 litres. Donc ça veut dire que l'eau est dangereuse. Alors, encore plus aujourd'hui avec les PFAS, tous les produits chimiques Oui, dedans. oui, Voilà, encore plus aujourd'hui. voilà, c'est un Encore autre plus sujet. Ouais. aujourd'hui. Mais c'est juste que c'est vrai qu'il y a des limites. C'est vrai que je l'ai lu, enfin, parce que je suis un lecteur de Nexus depuis 15 ans, quoi, on va dire. Et Continuez comme ça, vous êtes sur la bonne voie. Génial. ça fait partie de mon IA, hein. Ah non, Et tout donc, est du fait par coup, IA dans ce magasin. Je déconne, j'arrive. non, c'est vrai que là aussi, c'est pas parce qu'il y a
il y a des relations, qu'il y a une corrélation. Par exemple, sur l'eau, moi, j'ai remarqué que tous les gens qui sont morts avaient bu de l'eau 24 heures avant de mourir. Mais c'est pas pour autant que c'est à cause de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Il y a pas, il y a une relation, mais il n'y a pas une corrélation. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. Mais c'est fou. Attends, tiens, je te donne la parole, Laurence, mais c'est dans leur article. Derrière leur apparence très anodine et naturelle, ces infusions contiennent parfois des plantes comme le millepertuis qui ont des effets inattendus. Alors, ils prennent un toxicologue. L'exemple typique, c'est le millepertuis, qui a un certain nombre de vertus. Mais si la consommation est importante, c'est toujours pareil. Mais c'est la seule chose qu'ils savent dire, en fait. Oui. Et j'aimerais bien voir les conflits d'intérêts de ce monsieur. Enfin, conflits d'intérêts. Non. Enfin, est-ce qu'il a des intérêts avec Qui d'autres? devraient être annoncés, hein? Oui. Enfin, en fait, il faudrait mettre dans les articles de journaux toxicologue qui est payé tant par l'État ou par Pfizer ou qui vous voulez, quoi. Mais Oui. ça montre l'énorme pouvoir du système, donc là, le laboratoire Prozac, qui est capable de faire interdire un produit, ne serait-ce que 6 mois, enfin, des plantes pendant 6 mois. Enfin, c'est phénoménal quand même, ce pouvoir. C'est Tout à fait. d'une plante, évidemment, qui a toujours existé, ça on s'en doute, qui a toujours été utilisée, et dont, évidemment, n'importe quel produit, suivant sa dose, peut devenir toxique, ou les effets secondaires. Enfin, on ne peut pas dire que la médecine allopathique est dénuée de tout effet secondaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est un peu pareil pour justement l'alimentation, hein. D'ailleurs, cet été, il y avait un très beau nexus sur la sécurité sociale de l'alimentation, parce que justement, ça fait partie de mes dadas actuellement, puisque nous, on utilise l'alimentation comme notre médecine. Mais l'alimentation et la densité nutritionnelle des aliments n'est pas protégée. Et par rapport aux études que j'ai faites, parce que au labo ici, j'ai la table de composition des aliments de 1976, quand je compare avec les aliments d'aujourd'hui au niveau nutritionnel, sur tous les nutriments, je suis entre -20 et moins 60%. Donc, l'alimentation, qui était censée être notre médecine, la base de notre médecine, la base de notre santé, eh ben, par un défaut aujourd'hui, hein, par le fait qu'il n'y ait pas de la sécurité sociale de l'alimentation, eh bien, n'est plus quelque chose qui est propice et qui est favorable à notre santé. Et c'était ce qu'on se disait en fait hors caméra. Là, je suis en train de regarder en même temps que quand on fait cette petite discussion. Mais c'était ce que vous nous aviez dit. Le millepertuis, c'est utilisé. Moi, je connais assez peu. Hein, je le dis. On est journaliste généraliste. Moi, je suis pas spécialisé en santé naturelle. C'est utilisé. Ça fait concurrence aux antidépresseurs. C'est une plante qui agit tout de suite sur le moral des personnes. C'est-à-dire que si tu en prends, tu en mets dans des tisanes en dose, ça va. Tu vas pas. On n'en boit pas 3 litres d'un coup. C'est quelque chose qui va agir sur le système nerveux apparemment pour justement produire des molécules qui vont jouer sur le bien-être. Donc effectivement, ça veut dire, est-ce que vous me confirmez ma lecture? Ça veut dire que là j'entends que c'est un concurrent direct aux antidépresseurs comme le Prozac ou n'importe qui tout de suite ont été, qui depuis les années 70 font des millions de bénéfices par an. Il y a même des psychiatres qui alertent sur les antidépresseurs en disant que au début c'était bien pour soigner les revenus du Vietnam, et aujourd'hui, et pas aujourd'hui, 2 ans après la mise en place des antidépresseurs, et ça marchait tellement bien qu'ils ont donné, selon, j'ai oublié le nom de ce psychologue, je vais vous le retourner, le psychiatre, il disait maintenant on les utilise sur des enfants de 15 ans comme des revenus du Vietnam. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et en plus, c'est addictif, hein, Bah parce que voilà. cette famille de produits, les benzodiazépines, sont addictifs, hein, et c'est vraiment très compliqué de s'en sortir. On est accroché, on est addict. C'est addictif le millepertuis aussi? Pas le mien. Vous avez votre Non, non, dose de non, c'est pas du millepertuis, tout non? addictif. T'as pas besoin de ta dose de millepertuis, non, mais c'est bon. Alors, ça me rappelle une histoire qui est une histoire parce que dans mon village, au siècle dernier, c'est vrai que la culture numéro un, et c'était le cas dans pas mal de fermes partout en Europe, c'était le chanvre. D'accord? Ouais. Parce que le tissu, le cordage, les voiles, tout était basé sur le chanvre, parce que ça permet de faire un tissu qui est imputrescible, qui est très costaud, hein. Et les cordes à base de chanvre étaient très costauds. Et puis, on peut faire énormément de choses avec le chanvre, des protéines, de l'huile, etc.
Et en 1937, en fait, il y a le directeur des narcotiques bureau a juré devant le Sénat américain que, en fait, les Noirs, donc c'était un truc raciste, hein, Ouais. qui fumaient du cannabis venant du chanvre, eh ben, ils tuaient leurs femmes et leurs enfants. Et il a juré ça, et donc il y a eu un acte qui a été fait dans ces années-là, qui a interdit en fait l'utilisation du chanvre. Bon, comme par hasard, c'était au moment où les États-Unis ont eu le monopole sur le nylon et le coton, par hasard. Comme par hasard. Et effectivement, dans mon village, quelques années après, ils ont dit, oh là là, il y a plus personne ne veut acheter de chanvre parce qu'on va tous mourir en fumant le chanvre. Donc, c'est vraiment l'effet récréatif du chanvre qui a permis d'éliminer en fait la culture du chanvre partout en Europe. Et bon, alors en ce moment, ça revient parce que c'est une plante extraordinaire, mais c'est une plante extraordinaire aussi parce que c'est la seule plante qui peut s'interfacer directement avec notre cerveau. Parce elle a deux neurotransmetteurs. On a dans notre corps un système qui s'appelle le système endocannabinoïde qui crée des neurotransmetteurs qui vont permettre l'homéostasie, par exemple, du système nerveux. Donc, c'est un neurotransmetteur qui s'appelle CB1. Ben, en fait, ce CB1, il est aussi créé par le chanvre. Donc, le chanvre, cannabis, hein, qui vient d'ailleurs, la Canebière, c'est l'endroit où il y avait le Ah, cannabis, ah oui. à Marseille, hein, au Vieux-Port. C'était l'endroit où il y avait le cannabis. Mais c'est aussi une plante qui s'interface directement avec notre cerveau et qui permet de rétablir l'équilibre du cerveau. Donc en fait, ce directeur des narcotiques bureau, en 1937, a fait interdire le chanvre, mais plus tard, 30 ans après, on s'est aperçu qu'il avait menti. Et c'était là aussi pour des intérêts financiers. Oui, parce que rendre assassin avec du chanvre, il faut vraiment avoir un esprit très particulier quand même. Il a dû se tromper de drogue, à mon avis. L'homéostasie, c'est un système de Ouais. régulation du fonctionnement psychique humain. Comment est-ce que vous le définissez? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que au niveau du système nerveux, par exemple, quand vous êtes à 0 et puis paf, vous passez à 1, il y a un truc qui vous énerve, eh ben, en fait, le CB1, c'est ce qui va vous ramener vers le 0. Hein, c'est-à-dire que ça va ramener l'équilibre de manière à pas rester sur le 1 Ok. trop longtemps, ce qui fatiguerait notre corps de manière trop délétère. Il y a une expérience qui a été faite. Ils ont voulu arrêter, je ne sais pas où ça en est, justement sur des gens qui étaient en dernier stade et qui avaient le droit médicalement d'utiliser le cannabis. Il y avait l'idée d'arrêter. Je pense qu'ils n'ont pas réussi à arrêter, mais il y a eu cette Parce que expérimentation en France. c'est de la médecine naturelle aussi. Alors, légal ou illégal, telle est la question. Mais en tout cas, le Ah chanvre ou le non. cannabis, c'est de la santé naturelle. Mais non quoi? Oui, c'est ça, c'est de la santé naturelle aujourd'hui. Moi, j'ai fait beaucoup d'émissions sur le chanvre, hein, sur mon podcast Super Pouvoir. Et du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de. J'ai fait ça avec mon ami Vincent Lartisien, qui a une chanvrière qui est très connue parce que c'est un surfeur de très haut niveau qui a passé toute sa vie aux États-Unis. Puis après, il est rentré en France, il a acheté une chanvrière de 300 hectares. Et pour faire des habits, pour faire de la protéine, pour faire des huiles, c'est fantastique ce qu'il arrive à faire. Et c'est vrai qu'il fait un chanvre médical, c'est du CBD notamment, mais qui est pas riche en THC. Hein, vous voyez, le THC, c'est ça qui va vraiment avoir peut-être un effet hallucinogène. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qui va vraiment être très très efficace pour le retour de l'équilibre du système nerveux. C'est vraiment très efficace parce que justement cette plante peut s'interfacer directement avec notre système endocannabinoïde et nous aider à créer ces neurotransmetteurs qui vont aider à mieux réguler le système nerveux. C'est fantastique. On arrive vers la fin de l'entretien. J'ai retrouvé le nom du psychiatre qui parlait des antidépresseurs, qui lui traitait justement des revenus du Vietnam et avait été choqué par l'utilisation progressive des antidépresseurs. C'est Bessel van der Kolk avec le très bon livre Le corps n'oublie rien. On arrive vers la fin de l'entretien. Est-ce qu'il y a un dernier truc que tu veux demander Oui, je à voulais notre invité? revenir sur la définition de l'OMS, sur lequel qui nous dit alors qu'est-ce que et te dire ce que tu en penses, ce qui est pour toi la bonne santé. Donc l'OMS nous dit que la bonne santé
santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Ceci dit, on peut être infirme et en parfaite santé aussi. Mais qu'est-ce que tu en penses de de ce que dit l'OMS? Bon, on ne va pas confronter ce qu'elle fait en pratique, mais disons dans cette définition. C'est bien qu'il y ait le mot bien-être, donc c'est intéressant. Je pense que il manque justement quelque chose qui a trait à la prévention. Mais la prévention telle qu'on en a parlé au début de l'émission, c'est-à-dire c'est-à-dire la santé doit promouvoir la santé. Elle doit faire en sorte que les gens ne tombent pas malades. Euh, c'est vrai que la santé, c'est le silence des organes, comme disait un philosophe. Et, et du coup, ne pas tomber malade, c'est quelque chose qui est, on va dire, commun dans plein Par exemple, la médecine chinoise est basée là-dessus, mais c'est-à-dire que le médecin était payé pour que les gens ne tombent pas malades. Aussi, moi, j'ai été très influencé aux États-Unis par le docteur Joël Wallach, qui était médecin, mais aussi vétérinaire de production. Donc lui n'était payé que si effectivement le cheptel n'était pas malade. Si c'était malade, si le veau n'arrivait pas à terme, s'il n'était pas payé, hein, donc parce il faisait pas son boulot. Donc Joël Wallach d'ailleurs avait une émission très intéressante aux États-Unis qui était vue par 1,5 million de gens qui s'appelait Dead Doctors Don't Lie. Alors je veux pas chercher la bagarre, hein, mais c'est vrai que son émission est extrêmement connue aux États-Unis et donc lui, il disait, ben, la médecine de la maladie va toujours promouvoir la maladie et toujours œuvrer pour ça. C'est pour ça qu'il y a une certaine différence entre vraiment ce qui est fait sur le terrain et la définition de l'OMS. La définition de l'OMS, c'est beaucoup plus ouvert, ça paraît beaucoup plus cool, et c'est vrai qu'on pourrait intégrer la prévention dedans, bah, là, ça serait parfait. Donc, il y a une différence entre le terrain et la définition très philosophique Mhm. globale de l'OMS. C'est ça, en fait, la différence entre la théorie, les valeurs affichées et ce qui est fait sur le terrain, on appelle ça la politique, hein. Je suis Mais, d'accord. et puis c'est vrai aussi que la maladie, elle peut parfois être un signal pour se retrouver. Et puis il y a la maladie qui permet aussi de nous donner de l'immunité. Hein, ce qu'on appelle parfois les maladies infantiles sont nécessaires aussi. La maladie, ça dépend ce qu'on appelle aussi la maladie et le rapport qu'on a avec cette maladie où on n'est pas coupable, ça encore une fois, hein, le malade n'est pas coupable. Peut-être ça aussi, il faut le rappeler à l'OMS. Oui, c'est ça. En fait, l'Homo sapiens, il se doit d'être adaptable. Et son adaptabilité, c'est vraiment sa force. D'ailleurs, en fait, il y a plusieurs types d'animaux. Il y a des animaux qui ont le squelette à l'intérieur et il y a des animaux qui ont le squelette à l'extérieur, hein. Donc, quand on a une carapace, c'est vrai que ben, on est un petit peu immunisé contre les chocs quotidiens, mais une pique un petit peu pointue, là, va faire des dégâts très importants dans un insecte, par exemple la carapace. Mais l'Homo sapiens a son, on va dire, ses os à l'intérieur, donc la peau, elle est ouverte à tous les traumatismes. Et justement, c'est ça qui fait notre force. Parce que hop, hop, il faut s'adapter, il faut apprendre pour ne pas avoir ces traumatismes-là. C'est ça, c'est notre adaptabilité qui a fait notre force et qui a développé notre ingéniosité. Il faut pas l'oublier. Et c'est ça qu'on essaie de nous enlever aujourd'hui il Oui, faut suivre les institutions sans remettre en question. et vivre avec un scaphandre. Voilà. Voilà. Tout. On n'a pas beaucoup parlé du stress aussi, mais on n'aura pas le temps là. On refera sûrement un entretien sur ce sujet-là, puisque là, on est juste avant le live au moment où on enregistre. Donc, on doit couper, mais c'était passionnant. Effectivement, il y a plein d'autres sujets à parler sur la santé naturelle, parce que quand on parle de santé naturelle, on parle de
tout notre mode de vie, tout notre rythme profond de comment est-ce qu'on gère les tensions, comment est-ce qu'on gère notre alimentation. Beaucoup de gens n'ont même plus le temps de se faire bien à manger. La notion du temps est très importante. Mais complètement. Merci en tout cas, Patrick Martini, d'avoir pris le temps. Vous avez pu partager en tout cas les idées que vous vouliez aujourd'hui? Oui, tout à fait. C'était génial. J'ai beaucoup aimé cette émission. Merci à tous les deux. C'était un plaisir. On espère vous recevoir dans le futur encore. Et on vous rappelle, le dernier Nexus est disponible. Voilà, vous pouvez le trouver en kiosque près de chez vous ou sinon sur nexus.fr. Et on vous rappelle, c'est bien d'aller l'acheter en kiosque, mais plus vous êtes d'abonnés, plus nous, on pourra en envahir partout en France et faire de tirages et donner de l'information alternative, comme on dit. C'est pas le bon terme, je trouve, mais... de la véritable information, finalement, de l'information indépendante. Voilà, indépendante, parce que c'est un peu présomptueux de dire aussi la véritable information, tu vois. Nous, on fait notre travail autant que faire se peut. On aimerait bien que d'autres médias, même les médias dits mainstream, fassent vraiment de l'information. Plus on est nombreux, mieux c'est. Exactement, tout à fait. Je pense que c'est quelque chose c'est une information qui va stimuler l'esprit critique. Voilà, ça c'est la meilleure conclusion. Bingo. Ouais, bingo. On vous retrouve sur, rappelez-nous, radio. Donc sur la radio Nutri Radio. Et mon émission s'appelle Super Pouvoir. Et vous avez un site internet? Oui, le site internet, c'est le site de mon labo qui est zlabo.fr. zlabo.fr. Vous avez toutes les informations. Merci à vous deux. À bientôt. Et partagez cette vidéo sur tous vos réseaux préférés. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.